Allez, vidéo super importante donc sur l'environnement data, en particulier chez le data analyst, et on va aller un petit peu au-delà pour avoir une vision vraiment globale, mais surtout sur le métier de data analyst. Alors le programme du jour, on va comprendre vraiment le périmètre du data analyst, ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. C'est autant important de comprendre ce que le data analyst ne fait pas que ce que le data analyst fait, parce que quand on essaie de monter en compétence sur une nouvelle discipline ou de se reconvertir carrément, il faut pas disperser son énergie. Et donc, si on fait des choses inutiles, ça a un impact, croyez-moi, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, très, très, très négatif. Donc, le périmètre du data analyst et deuxièmement, la vision globale de la data. Ok ? Et une bonne formation, elle alterne en permanence entre le micro et le macro, c'est-à-dire entre le détail et la vision globale. Donc, on y revient aussi dans tout le reste de la formation. C'est-à-dire que quelqu'un un très bon formateur, il passe son temps à injecter dans sa formation ses retours d'expérience sur la vision globale et la vision globale en général. Donc, alors, pourquoi c'est important ? Je viens de le dire déjà. Alors, également, ça permet vraiment de rendre plus facile l'apprentissage. Alors, en pratique, c'est compliqué d'avoir une vision globale d'un domaine qu'on ne connaît pas au départ, et en particulier dans la data analyse. Pourquoi ? Parce que dans ce domaine, vous avez 95% des informations qui sont disponibles sur ce domaine sont racontées par des gens qui comprennent rien à la data analyse. Si ça se trouve, je fais partie d'eux d'ailleurs, et je vous laisserai juger, mais normalement, vous verrez que ça se voit quand quelqu'un sait de quoi il parle, et ça va donc avoir une vision globale, c'est super important pour ne pas être tout le temps la tête dans le guidon et à apprendre des choses sans savoir exactement pourquoi on est en train de l'apprendre et sans être sûr de l'utilité en fait de cette chose-là. Donc la vision globale, c'est vraiment un hack, on pourrait dire vraiment pour comprendre en fait et apprendre plus facilement un domaine. Le deuxième point, c'est pour être autonome. C'est quand on a une vision globale, qu'on n'est pas autonome. Encore une fois, on n'a pas en permanence la tête dans le guidon dans des compétences particulières. On a une vision globale de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire, du métier, etc. Et donc, on est plus autonome pour se former, pour continuer à progresser et pour voilà. Alors aussi, c'est super important pour parler la même langue que le recruteur. Ok. En fait, ça, c'est un point super important. C'est que quand on essaie de faire semblant qu'on comprend un domaine, ça fonctionne pas. Simplement. Si vous êtes passionné, je sais pas, je dis n'importe quoi, de peinture, et que vous parlez avec une personne qui connaît la peinture en surface et qui s'y connaît pas vraiment, en 2 minutes, vous allez le sentir. Vous allez le sentir par le vocabulaire que la personne utilise, par la manière dont la personne parle du sujet. C'est quelque chose qu'on sent directement. Et toutes les fois où j'ai fait passer des entretiens, il y a dans les premières 3 minutes, j'arrive à savoir si la personne, elle est complètement perchée par rapport au domaine, entre guillemets, ou si vraiment elle comprend ce domaine. Et ça, pour être capable, entre guillemets, de parler la même langue que un recruteur, un pro du domaine en face de vous, il va falloir avoir une vision globale. Sans ça, c'est mort. Alors, entre guillemets, en entretien, d'ailleurs, j'en profite pour faire une digression, il y a 2 choses. Il y a la partie technique et il y a la partie discussion sur le domaine, sur l'organisation de l'équipe, etc. Et ça, c'est vraiment la vision globale qui va vous le donner. Donc, vraiment, vous perdez vraiment pas votre temps en regardant cette vidéo. Moi, il m'a fallu très longtemps pour dire les choses aussi simplement. Voilà, il m'a fallu des années parce que en réalité, pour être capable de le dire aussi simplement, il faut avoir vu des entreprises différentes, des environnements différents, etc. Il faut avoir vraiment du recul pour pouvoir le dire simplement. Il y a une phrase qui dit « simplifier c'est complexe, complexifier c'est simple ». Voilà. Ça va être important aussi, 4e point, pour comprendre les offres d'emploi. Et ça, je ferai vraiment un focus important là-dessus, puisque en fait, vous voyez des offres d'emploi sur certaines dans lesquelles ils demandent certaines compétences, dans d'autres, certaines autres compétences, dans certaines, ils demandent du Python, en plus du SQL et du dashboarding, dans d'autres, ils demandent des statistiques, etc. Mais je ferai un focus particulier là-dessus.
Alors, en data, il faut comprendre déjà qu'on fait deux choses avec de la data. On fait d'un côté soit de l'intelligence artificielle d'un côté, soit des analyses. Alors, je vais être très clair, l'intelligence artificielle, donc c'est fait par le data scientist et c'est soit de la prédiction. Par exemple, on va prédire. Par exemple, il y a plein de choses qu'on peut prédire. Par exemple, le pourcentage de chances quand on fait des algorithmes prédictifs de recommandation, par exemple sur Amazon, par exemple, quand en bas on vous propose des produits basés sur les produits que vous avez déjà consommés, ça bien souvent, généralement, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est de l'algorithme, derrière c'est des algorithmes dits soit de machine learning, soit de deep learning, mais peu importe. Et voilà, c'est fait à travers soit du machine learning et du deep learning. Et voilà. Et donc ça, c'est fait par le data scientist. Et le deuxième truc qu'on fait, c'est faire des analyses. C'est-à-dire qu'on a le truc d'intelligence artificielle, ce que je voulais dire, c'est que il prédit des choses. On va dire qu'il crée des nouvelles choses. Par exemple, si vous faites ChatGPT, vous posez des questions, et il vous sort des réponses. De l'autre côté, l'analyse, c'est simplement, on a plein de données dans les entreprises, ça fait des tableaux dans des bases de données qu'on appelle des data warehouse, et on en parlera après. Et nous, on va simplement faire des analyses sur ces tableaux, sur ces gros tableaux et sur beaucoup de tableaux. Et ça, c'est fait par le data analyst, ou ce qu'on appelle BI. Il y a un deuxième terme qui veut dire business intelligence, mais dites-vous pour l'instant que un BI, c'est simplement un data analyst, on va dire un peu plus, mais l'idée est vraiment la même. Et la bonne nouvelle, on parle que d'intelligence artificielle et beaucoup d'intelligence artificielle, et on a une déformation professionnelle en France, une déformation un petit peu liée au fait qu'on aime bien les trucs super théoriques. C'est de croire que si c'est théorique, si c'est dur, si c'est complexe d'un point de vue, on va dire, statistique, mathématique, alors c'est ce qui a le plus de valeur pour les entreprises et c'est ce qui a le plus de valeur, c'est le métier qui est le plus demandé, etc. Non. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire de l'intelligence artificielle à partir de sa data, ça concerne max 10% des projets data. Ok. Alors que faire de l'analyse, on va le voir après, ça concerne quasiment toutes les entreprises. Toutes les entreprises sont concernées par le fait d'analyser leurs données, par exemple analyser les performances des différentes équipes, des performances des campagnes commerciales, des campagnes marketing, de l'équipe produit, etc. Et alors que vraiment faire de l'intelligence artificielle, ça concerne vraiment des boîtes qui ont des besoins spécifiques et qui ont des gros moyens. Je suis pas en train de dire que le data scientist est moins payé que le data engineer. Le data scientist est plutôt mieux payé, mais il y a moins de postes ouverts que le data analyst. Mais voilà. Moi, quand je suis rentré il y a 10 ans sur ce marché-là, un data scientist, pour une équipe, quand on recrutait 10 personnes, sur 10 personnes, on recrutait entre 8 et 10 data scientists. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Sur 10 personnes pour une équipe data, on recrute 4 data analystes, 4 data engineers, on verra ce que c'est après, et 0, 1 ou 2 data scientists. Ok. Alors après, il y a des entreprises qui font vraiment de la data science pure, et qui font que ça. Mais c'est pas le cas de la majorité des entreprises. Et on verra que la data analyse, ça concerne quasiment toutes les entreprises aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant de demandes. Alors que l'intelligence artificielle, c'est pas le cas. Alors, les entreprises génèrent beaucoup de data. Ok. Ça, c'est la première chose, c'est que les entreprises génèrent beaucoup de data. Alors, quel type de données? C'est que l'équipe marketing, elle fait des campagnes de publicité avec des outils comme Google Ads, peu importe si vous ne connaissez pas forcément, c'est un outil de Google qui permet de faire de la publicité. Meta Ads qui est Facebook, etc. Des outils comme Salesforce, comme LinkedIn. Et donc l'équipe marketing utilise ces logiciels, et à chaque fois qu'elle utilise ces logiciels pour faire des campagnes de publicité, etc., toutes ces opérations, chacune des opérations fait par un employé sur chacun de ces logiciels, génère de la donnée, simplement des tableaux.
On pourrait aller par exemple sur mon outil Meta sur laquelle je fais de la publicité sur Facebook parce que je fais pas mal de publicité sur Facebook et on verra simplement en fait que j'ai mes campagnes de publicité et que j'ai des tableaux avec des chiffres en fait qui sont liés à mes campagnes de publicité. Et donc ça génère de la donnée. Par exemple, ok. L'équipe commerciale, c'est pareil pour les mêmes raisons. Elle génère des données pour faire des campagnes et contacter des clients. Et il y a un pourcentage de clients, de clients potentiels qui devient vraiment des clients, et on peut analyser la performance de chacun des commerciales, analyser la performance mois par mois, etc. Pareil pour l'équipe opération, qui est l'équipe qui gère les process à l'intérieur de l'entreprise. Peu importe, c'est pas important. Elle utilise des logiciels comme Intercom, Zendesk, HubSpot, etc. Mais ça, c'est pas très important. C'est logiciels de gestion des clients et puis de CRM et tout. Mais en gros, toutes ces équipes utilisent des logiciels et chacun de ces logiciels, de par l'utilisation des employés de ces logiciels, ils génèrent de la donnée. Pareil pour l'équipe produit, on peut aussi utiliser de la donnée open source, c'est-à-dire de la donnée externe à l'entreprise via des API qui fournissent de la donnée. Alors des API par exemple, c'est peu importe, c'est juste un moyen de mettre à disposition de la donnée pour des acteurs qui fournissent de la donnée ou des logiciels, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, toutes ces données générées, ça pourrait intéresser qui ? Ça pourrait intéresser évidemment toutes les équipes. La direction, par exemple, déjà pourrait être intéressée par analyser les données financières de l'entreprise, c'est-à-dire les résultats. Pareil pour l'équipe marketing qui fait des campagnes marketing de publicité, etc. et pourra avoir envie d'analyser pour améliorer ses campagnes publicitaires. Pareil pour les commerciaux qui ont envie d'analyser et améliorer leur performance commerciale. Pareil pour le produit et l'engineering. Alors le produit, c'est ceux qui sont en charge en fait de s'assurer de bien comprendre le besoin du client et de s'assurer que le produit qu'on réalise dans l'entreprise est bien en adéquation avec les besoins du client. Et souvent, ça va avec l'engineering, parce que l'engineering, c'est ceux qui s'occupent de créer les produits, mais ça, c'est un autre sujet. Et là, pareil, le produit et l'engineering peuvent être intéressés par le fait d'analyser et améliorer leurs produits. Pareil pour les opérations, peu importe, c'est un type d'équipe et qui pilote le business, souvent via des process, etc. D'ailleurs, la direction, elle peut être intéressée par des analyses sur chacune des équipes dans l'entreprise. Elle a envie de savoir les performances de l'équipe marketing, les performances des commerciaux, les performances des produits d'engineering, les performances des opérations. Et ça tombe bien parce que, comme maintenant chacune de ces équipes utilise des logiciels, on peut tout voir. On peut récupérer tout ce qui a été fait, tous les résultats de chacun des logiciels, etc., de tout ce qui a été fait par les équipes et analyser ces données. Et donc, ça génère un volume de données considérable et ça intéresse tout le monde. Évidemment, pour piloter, monitorer et améliorer les performances d'un business, c'est super intéressant d'analyser simplement toutes ces données. Ces données qui vont être stockées dans ce qu'on appelle un data warehouse, mais dans des tableaux, dans des bases de données optimisées pour le big data. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, donc la data analyse plus dans le détail. Alors comment ça se passe pour avoir une vision globale et ultra simple, mais concrète de ce qu'on fait Donc on a vu qu'on générait beaucoup de données, on a vu que ça pourrait intéresser toutes les entreprises. Et en pratique, comment on fait ? On a simplement 2 étapes. 1, on ingère des données. 2, on analyse des données. Donc là, par exemple, on a, des données marketing et la flèche, c'est pour dire on va faire une ingestion de données vers un outil central dans lequel on va réunir toutes les données qui s'appelle le data warehouse, qui n'est rien d'autre qu'une base de données. C'est comme une base de données, sauf qu'elle est optimisée encore plus pour faire du big data et de la data analyse. Il y a des bases de données qui sont optimisées, par exemple, pour faire de l'informatique. Comme les bases de données, par exemple, quand vous utilisez une application sur votre téléphone, derrière, il y a une base de données dans laquelle sont stockées vos données propres à ce que vous avez fait dans l'application. Un data warehouse, on va voir ce que c'est juste après, je vais le montrer concrètement, c'est rien d'autre que ça. Une base de données optimisé pour du big data. Et à l'intérieur, il y a quoi ? Il y a des tableaux, simplement. Il y a des tableaux et on va faire du SQL dessus. Mais alors, du coup, pour avoir la big picture, donc la vue globale, donc ingestion des données.
Par exemple, les données marketing, on va ingérer ces données du marketing vers le data warehouse. Les données financières, on va les ingérer vers le data warehouse. Les données commerciales, on va les ingérer vers le data warehouse. Et ça, c'est fait généralement en Python. Ok, la plupart du temps, c'est fait en Python ou des outils équivalents comme Spark ou voilà, mais surtout en Python. Et ça, normalement, quand l'entreprise s'organise bien, c'est le data engineer qui le fait. On va voir que ça, d'ailleurs, on va appeler ça aussi des pipelines d'ingestion de données, où il y a plusieurs termes équivalents et le vocabulaire est important. Il permet être capable de parler précisément. Ça, encore une fois, comme devant les recruteurs, ça permet de montrer qu'on comprend le domaine. On va appeler ça des pipelines de données, soit des ETL, Extract, Transform and Load. Vous pouvez voir ce terme et je crois qu'il y en a un autre, je sais plus. Peu importe. Donc ça, c'est fait en Python et il pourrait y avoir tout plein de sources de données. Ok. Donc là, on est données marketing, financières, commerciales. Ça, c'est fait par le data engineer et on écrit simplement dans le data warehouse. On va voir à quoi ça ressemble, qui est une base de données optimisée pour du big data. Deuxième étape, une fois qu'on a ingéré ces données et qu'on les réingère chaque jour avec les nouvelles données, etc., on va faire de l'analyse de données sur tous ces tableaux. Et c'est cool, on a plein de tableaux dans le data warehouse. On va pouvoir faire plein d'analyses de données en SQL. Et on va faire des analyses de données, soit en faisant des requêtes SQL sur le data warehouse, ce qui permet de faire des requêtes pour analyser le tableau. C'est le langage SQL. Il y a une confusion souvent entre la base de données et le langage. Ok ? Donc, le langage qui va permettre de faire des requêtes là-dessus, c'est le langage SQL. On va pouvoir aussi, donc, on pourrait mettre une flèche comme ça. Donc, requête SQL sur le data warehouse, ou faire directement ce qu'on appelle des dashboards sur le data warehouse. Ok ? Donc, dans les deux cas, la source de données, c'est basé sur le data warehouse. Donc, vous voyez, il y a toutes les tables là-dedans. Ça peut être des centaines, voire plutôt des milliers de tables pour une entreprise. Donc, des outils de dashboarding, on va le faire avec des outils de dashboarding, des dashboards par exemple comme Looker Studio, Power BI, il y en a d'autres, Metabase, Tableau Software, il y en a plein, etc. Et l'outil de dashboarding, c'est pas très important. Vous entendez beaucoup parler de Power BI. Généralement, c'est les entreprises qui sont pas très matures en data qui utilisent Power BI. Peu importe. Looker Studio qu'on va utiliser après, c'est l'outil de dashboarding utilisé par Google, créé par Google, qui a été racheté par Google. Mais peu importe. Et donc, on va simplement faire des dashboards. Ou des requêtes SQL. Mais attention, simplement, c'est un métier, on va voir que ça peut être compliqué. D'ailleurs, juste à titre d'exemple, un exemple de requête SQL. Donc là, on est sur ma plateforme de formation. Si je vais, donc, le data warehouse, c'est quoi, par exemple? Eh ben là, je suis dans le data warehouse. Ok, donc c'est dans le navigateur, comme un logiciel. Et en fait, je suis dans mon data warehouse. Et là, j'ai quoi? J'ai des tables. Oui, et des tables, j'ai cliqué sur la table, là, je vais cliquer sur aperçu. Et voilà, j'ai des tableaux, simplement. Ok. Simplement des tableaux. Je vais cliquer sur aperçu. Voilà. Sauf que, voilà. Et un data warehouse, c'est rien d'autre que ça. Tout plein de tables. Et derrière, on peut créer des requêtes SQL, qui vont simplement, effectuer des calculs sur les tables pour faire des analyses. Je vais donner un exemple de requête SQL, par exemple. J'en ai un dans une de mes grosses formations. Par exemple, si je prends ça, hop, là par exemple, c'était quoi? C'était correction, calculer le nombre d'hôtels et d'agences de location signées. Bon, mais peu importe. Là, c'est juste à titre d'exemple pour voir. Donc, une requête SQL, c'est un espèce de truc comme ça, et on va cliquer sur exécuter. Et là, ça nous sort, par exemple, par mois, le nombre d'hôtels et d'agences de location de voitures, les résultats par mois. Décembre 2021, on a signé 14 sociétés de location de voitures. Décembre 2021, on a signé 9 nouveaux hôtels. Janvier 2021, on a signé 54 sociétés de voitures. D'agences de location de voitures, etc., etc. Donc, mois par mois. Là, par exemple, ça répondait à une question business claire. Combien d'hôtels et d'agences de location on a signé par mois? Et donc là, je vous ai montré un petit peu ce que c'est qu'un data warehouse. C'est simplement des tables comme ça. Et puis, on peut faire des requêtes sur ces tables. On peut regarder les tables et faire des requêtes sur ces tables. Et ça nous sort, là, ce qu'on a vu en bas. J'ai cliqué sur exécuter et ça nous a sorti un tableau.
en bas qui est le résultat d'un calcul sur les tables que j'ai dans mon data warehouse, et voilà, qui n'est rien d'autre qu'une base de données big data, et on fait des requêtes SQL dessus. On verra dans la suite de la formation comment installer cet outil gratuitement, très rapidement, et comment ça fonctionne, puisqu'en fait on réalisera une étude de cas complète dessus. Donc ça, c'était pour une requête, c'était pour voir un peu le data warehouse, rapidement ce que c'est que le data warehouse. Là, pour l'instant, je suis vraiment sur la vision globale, donc je montre un peu à quoi ça ressemble. L'idée, c'est pas du tout d'approfondir après chacun des éléments. Un dashboard, c'est quoi? C'est par exemple ça. Ça, c'est un dashboard. Alors, lui, il est quand même très clean. Faut pas s'inquiéter. On n'est pas obligé de faire ça à chaque fois qu'on fait un dashboard. Mais vous voyez, voilà, là, on a un dashboard, et puis, là, on peut filtrer, on va dire, je veux entre le 22 janvier et 22 janvier 2023 et le 28 janvier 2023. Et ça va nous sortir des résultats, le coût du transport, 150 000 €, nombre de livraisons, 3400, le coût moyen par kilo livré, 0,25 €, poids livré, 610 892 kg. Et vous voyez que, voilà, ça, ce genre de choses, vous arrivez à comprendre facilement que des équipes qui gèrent une société, là, par exemple, de transport, en fait, est intéressée par avoir ce genre de dashboard pour analyser les données de l'entreprise. OK? Voilà. Donc, comme ça permet de voir. Ça, c'est fait avec Looker Studio. On va faire ce genre de choses, par exemple, dans la suite de la formation. Hop là, je suis allé un peu trop vite. Et donc, ça, à droite, c'est fait par le data analyst. Mais attention, faire tout ça à l'échelle d'une entreprise, c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de choses, et on y reviendra. C'est l'objectif aussi. Enfin, c'est l'objectif. Mais voilà, donc, le data analyst, il fait ça à droite, et d'ailleurs, lui, pour le coup, il est plus facile à comprendre, il porte bien son nom, il fait de l'analyse de données. Il fait pas de l'intelligence artificielle. Et le data engineer, là, à gauche, c'est celui qui met à disposition, qui va ingérer les données dans le data warehouse. On y revient plus en détail après. Alors, le data analyst, c'est donc 3 outils et demi, j'ai écrit, OK? Donc, c'est le data warehouse, qui est la base de données big data, OK? Qui va être, sur laquelle on va utiliser le langage SQL pour faire des requêtes, un ou plusieurs outils de dashboarding, et les outils de tableur sont, quoi qu'il arrive, très importants. Enfin, quoi qu'il arrive, reste important, que ce soit Excel ou un outil comme Google Spreadsheet, c'est la même chose. Alors, quelques éléments, parce que vaste débat, le sujet des compétences. Déjà, premièrement, le data analyst, il ne fait pas d'IA. L'IA, c'est ce qu'on appelle soit le machine learning, soit le deep learning. Le data analyst ne fait jamais d'IA, ou on va dire 99% des data analysts ne font jamais d'IA, à part si on parle d'un type de data analyst bien particulier, qui en réalité s'approche plus du data scientist. Je ferai un focus particulier là-dessus après, plus tard. Et il fait pas d'IA. Donc déjà, dès que vous voyez des formations, dès qu'on vous parle d'IA pour du machine learning ou du deep learning, partez en courant. Ça peut paraître difficile à croire, mais le problème des formations, c'est que c'est très facile de faire une formation une formation de mauvaise qualité, enfin en apparence. Quand vous faites un logiciel, par exemple un logiciel et qu'il est mauvais, ça se voit. Une formation, quelqu'un avant de rentrer dessus, et quand elle connaît pas ce domaine, c'est parfois compliqué à voir tant qu'on n'a pas vu vraiment une bonne formation. Donc, je vous le dis, le data analyst ne fait pas d'IA. Donc, à chaque fois qu'on vous parle de machine learning ou de deep learning, c'est pour vous mettre de la poudre aux yeux. C'est du marketing, et c'est très grave de faire ça parce que ça vous fait travailler sur des trucs qui sont complètement inutiles pour la data analyse, et donc ça disperse votre énergie et ça vous empêche de monter en compétences pour de vrai sur les compétences cœur. Ce qui est vraiment ce qu'on va viser. Les gens font exactement le contraire, ils ont envie de mettre plein de compétences sur leur CV, et en fait les personnes sont opérationnelles sur rien, les gars ou les filles sont opérationnels sur rien, et c'est quelque chose de dramatique. Donc, premièrement, il n'y a pas de sujet par rapport à l'IA et le data analyst.
Ok. Et je dis ça, j'ai été plusieurs années data scientist en début de carrière. Donc j'ai fait beaucoup de machine learning, beaucoup de deep learning. Et aussi, les organismes, personnes qui vous disent que vous pouvez vous reconvertir en data science à l'âge adulte, c'est faux, à part une infime minorité. Alors, seulement si vous avez fait l'une des 10 meilleures écoles d'ingénieurs, 10, 15 meilleures écoles d'ingénieurs. Sinon, voilà. Mais en tout cas, en data analyse, il n'y a pas d'IA, de machine learning ou de deep learning. Et aussi, ceux qui vous expliquent qu'en faisant des petits algorithmes de machine learning, les entreprises vont vouloir vous recruter. Ceux qui pensent ça se mettent le doigt dans l'œil. Les algorithmes de base de machine learning, c'est ultra simple. Mais ça représente pas la réalité de la data science en entreprise. Ok, vraiment pas. Donc voilà. Alors, par contre, pour revenir sur les 3 compétences dont j'ai parlé au-dessus, ces 3 compétences-là, c'est un métier. Ça veut dire que être capable de faire ça vite et bien sur des centaines, voire des milliers de tables et de maintenir sur le long terme des centaines de dashboards éventuellement et des requêtes SQL, etc. compliquées, faire des analyses compliquées et tout, c'est un vrai métier. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, j'ai une requête SQL sur ma plateforme de formation. Oui, ça, c'est une vraie requête SQL. Une vraie requête SQL de data analyse. Data analyse, par exemple, un peu costaud. C'est juste une seule requête. Là, on dirait qu'il y en a plusieurs. C'est juste une seule requête. C'est pour faire une analyse. On dirait que c'est, enfin voilà, ça demande un certain, il faut vraiment être formé pour savoir faire ça, mais c'est ça vraiment le métier. Donc attention à ceux qui se diraient, ouais, mais en fait c'est trop simple, du coup il n'y a plus que les bases de données, le SQL, l'outil de dashboarding, le Excel. Non, ça c'est un métier, et c'est justement le problème de ceux qui mettent plein de compétences et qui sont en fait à un niveau quasi zéro sur tout. Et au lieu de monter en compétences sur les compétences cœur. Alors, en réalité, il y a le sujet, c'est pour ça que j'ai mis 3 compétences et demi, il y a le sujet du Python. Et éventuellement des statistiques. Vous allez voir des offres d'emploi, par contre, qui vont rajouter... Alors, le machine learning et le deep learning, c'est quand même très rare pour un job de data analyst, sauf si en fait, ça correspond à un autre type de data analyst qui est plus proche du data scientist, qui est plus un statisticien. Mais pour le sujet du Python et des statistiques, je ferai un focus plus tard, vraiment détaillé, pour expliquer pourquoi des fois, sur certaines offres, il y a du Python, sur d'autres offres, il y a juste ça. Voilà, sur certaines offres, il y a juste ça là-haut. Sur d'autres offres, il y a ça là-haut plus le Python. Sur d'autres offres, il y a ça là-haut plus le Python et les statistiques. Et en fait, ce qu'on comprendra, mais je le montrerai vraiment en détail, même en montrant des offres d'emploi pour le prouver, etc., c'est que en réalité, quand il y a des offres d'emploi qui demandent ça, plus ça, en réalité, c'est des offres d'emploi. Derrière le mot data analyst, il y a en réalité plusieurs métiers. C'est-à-dire que des fois, derrière le mot data analyst, en fait, on parle plus d'un statisticien. Et le data analyst au sens auquel, à mon avis, vous vous intéressez, qui est le data analyst le plus répandu et sur lequel il y a le plus d'opportunités, c'est pas un boulot de statisticien. Faire ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, faire ça requiert un sens du nombre tel qu'on pourrait le voir, je sais pas, en bac plus 3, quoi, ou en terminale S, ou en terminale ES peut-être même. Ça requiert un sens du nombre, mais c'est pas des statistiques au sens statistiques mathématiques, avec des tests d'hypothèses, etc. Là, on a des bar charts, enfin des tableaux avec des barres. On a ce qu'on appelle des KPI là-haut, des chiffres. On a des pourcentages, on a des distributions, on a des tableaux. Là, par exemple, j'ai le deuxième onglet de ce dashboard. Ça, c'est pas des statistiques de haut niveau. C'est pas des statistiques au sens statistique mathématique. Donc, je reviendrai plus en détail et ce sera très, très, très clair sur ce sujet du Python et des statistiques. Mais en réalité, les entreprises qui font les choses proprement et qui sont matures en data, on verra que les entreprises les plus matures en data, c'est ça les compétences. Chez Google, un data analyst, la plupart du temps, c'est ça qu'il fait. Est-ce qu'il est moins bon que les boîtes qui comprennent rien à ce qu'elles font et qui demandent aussi du Python et des statistiques? C'est pas sûr. C'est même pas sûr du tout. Voilà. Mais parce qu'en fait, les entreprises, elles ont différents niveaux de maturité.
Mais voilà, on y reviendra. Donc, c'est avec ça qu'on fait de la data analyse. Alors, maintenant, rapidement, c'est important d'avoir de la culture générale là-dessus. Les bases de données, on va dire que c'est une espèce de logiciel de base de données. Il y a différents types de bases de données. Il y a soit les bases de données classiques, soit les bases de données de type data warehouse, qui sont simplement des bases de données, je le rappelle, optimisées pour du big data. Alors les bases de données optimisées pour du big data, les technos de base de data warehouse, il y a soit BigQuery, les trois plus gros qui prennent 90% à mon avis du marché, à peu près, c'est soit BigQuery qui est le data warehouse de Google, soit Redshift qui est le data warehouse d'Amazon, soit Snowflake, qui est un nouveau, mais qui est aussi très 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 important, enfin un nouveau, qui doit avoir je sais pas combien d'années, mais qui est aussi très important. Donc ça c'est celui de Google, Amazon Redshift c'est celui d'Amazon, et Snowflake c'est celui c'est un autre. Et sur les bases de données classiques, souvent les technos que vous allez voir sur les offres d'emploi, ça va être soit du PostgreSQL, qui n'est pas du SQL, c'est la base de données sur laquelle on va venir faire du SQL pour faire des requêtes. Donc ça, c'est des espèces de logiciels avec des tableaux à l'intérieur. Ça aussi, soit PostgreSQL, soit MySQL. Si vous voulez, c'est tellement au cœur, en fait, ces trucs-là sont tellement... En fait, quand vous allez être dans une entreprise, soit l'entreprise aura pris le data warehouse, la technologie de data warehouse de Google, qui est BigQuery, soit elle aura pris la technologie de data warehouse d'Amazon, qui est Redshift, soit Snowflake. Et puis si elle est sur de la donnée un peu moins grosse, ce sera sur PostgreSQL ou MySQL. Alors, pourquoi ces technos? En fait, Excel, ça permet de gérer des tableaux. Ok, mais Excel, c'est limité à 100 000 ou 200 000 lignes. Ok, en gros, au-dessus de 200 000, ça devient quand même très compliqué. Ces logiciels, là, ça gère facilement plusieurs millions de lignes, et ça, plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions de lignes sans problème. Et on va surtout pouvoir faire... Excel, c'est pas trop adapté pour faire des analyses croisées sur, par exemple, 5 tableaux en même temps, ou 10 tableaux de 3 millions de lignes en même temps. Sur un data warehouse, c'est quelque chose qu'on va faire sans problème. Donc, on va pouvoir le faire sur des tableaux beaucoup plus gros et faire des analyses croisées sur plusieurs tableaux en même temps. Mais le gros avantage, et c'est là où vraiment c'est quand même cool de se former en data analyse, c'est qu'il y a un seul langage pour toutes ces technos, qui est le SQL. Et c'est pas rien, parce que les développeurs, si vous parlez à un développeur, il vous dira, et le métier de data analyst n'est surtout pas un métier de développeur quand il est bien compris. Mais ils ont chacun leur langage de programmation. Ça peut être le Java, ça peut être le C, ça peut être le C++, ça peut être le Python, etc. Et donc ils peuvent pas... Alors en gros, quand c'est développé dans un langage, souvent des langages qui sont plus ou moins propres et on peut apprendre facilement les autres langages, mais c'est quand même des langages différents. Alors que là, dans tous les cas, c'est du SQL. Donc en fait, ce qui fait que... Et quand vous savez faire sur un outil, c'est un truc que comprennent pas souvent les débutants, ils se disent « Ouais, mais si j'ai appris sur BigQuery, est-ce que je peux ?» Et en fait, si vous apprenez sur BigQuery le SQL, après vous savez le faire aussi sur les autres outils parce que c'est le même langage. Des fois des petites différences, mais très légères. Donc, en gros, c'est le même langage. Et c'est super parce que, en fait, voilà, quand on sait faire sur une techno, on sait faire sur les autres. Voilà. Et l'autre point, c'est que ce que je viens de montrer là, c'est important parce que vous allez voir, regardez les offres d'emploi et à chaque fois vous verrez, vous allez voir soit BigQuery, soit Redshift sur les technos de data warehouse, peut-être 50% des offres dans 70%. Vous voyez, donc c'est une grande 70-80%, peut-être même 10-20% ça. Maintenant, c'est en train de grossir de plus en plus. Et après, PostgreSQL, MySQL. Ça, c'est pour les outils de base de données. Après, pour les data warehouse, comme on a dit, ça peut être Power BI, Tableau Software, Looker Studio et tout. Ça, c'est beaucoup moins important. Enfin, c'est important aussi, mais déjà, la partie dashboarding est beaucoup plus simple que la partie SQL, data warehouse. Alors, une vision encore plus globale de la data. Donc là, on défocus encore un peu plus, on dézoome. Ok, on regarde d'un peu plus loin encore. Juste avant, on était sur les technos. Je reviens derrière, gestion de données, analyse de données. Vision globale et répartition des rôles. En gros, ça ressemble à quoi? En fait, il y a le data engineer
qui va mettre à disposition la data avec des pipelines de données, ok, donc on appelle ça soit des pipelines de données, un autre terme que vous allez trouver, c'est un ETL, Extract, Transform and Load, donc pipeline de données ou ETL. Un ETL, c'est juste copier de la donnée dans une source de données et l'écrire dans des tables dans le data warehouse. C'est ça, une ingestion de données. Donc, voilà. Il va mettre, donc le data engineer va aller prendre la donnée dans toutes les sources de données de l'entreprise, l'écrire dans les tableaux, écrire des nouveaux tableaux donc dans le data warehouse, et le data analyst, il va faire des analyses de données, donc en faisant du SQL ou du dashboarding sur ce data warehouse. Le data engineer, il va aussi, alors ça, on verra que ça, en data analyse, nous, on l'utilise pas. Il y a un autre outil que vous avez sûrement entendu parler, qui est le data lake. Ok, le data lake, c'est simplement le data engineer, il va prendre des données un peu partout dans l'entreprise et en gros, soit l'écrire dans le data warehouse, soit l'écrire dans le data lake. Ok. Le data lake, c'est simplement des dossiers, comme des dossiers CSV, etc. Mais beaucoup de CSV, beaucoup de données stockées dans des espèces de dossiers sur le cloud. C'est comme une espèce de gros Google Drive. Ok. Alors de l'autre côté, on a vraiment une vraie base de données big data. Et en gros, le data scientist, il va beaucoup plus travailler sur le data lake. Et je vais pas préciser trop ce que c'est parce qu'encore une fois, nous, ça ne nous intéresse pas et on cherche à comprendre ce que le data analyst fait et utilise et ce qu'il ne fait pas et il n'utilise pas. Mais pour avoir un peu une vision globale. Donc le data scientist, il va travailler sur le data lake et dans les deux cas, le data engineer, il met de la donnée à disposition, soit dans le data lake, soit dans le data warehouse. Si c'est dans le data warehouse, c'est pour le data analyst. Si c'est dans le data lake, c'est pour le data scientist. Une petite nuance, c'est que le data scientist, il peut aussi travailler sur le data warehouse, alors que le data analyst ne va, dans l'immense majorité des cas, il va pas travailler sur le data lake. Voilà. Donc ça, c'est pour la répartition des rôles. Data lake. Alors, un peu la différence entre les deux rapido, c'est ce que je viens d'expliquer. En gros, le data warehouse, on a vu ça sur BigQuery, c'est rien d'autre que des tableaux, en fait. Ok. L'utilisateur, c'est le data analyst, ou le BI, comme je dis, un BI Business Intelligence, c'est juste, on va dire, un type un data analyst, on va dire, avec un peu plus d'expérience. Un data analyst plus. Et ou ça peut être un data scientist, il peut aussi travailler sur le data warehouse. Et le data lake, c'est rien d'autre qu'un espèce de gros Google Drive. Je schématise un peu, après il y a une organisation particulière et tout, où on va stocker des fichiers dans des dossiers, des fichiers comme des fichiers CSV par exemple, qui contiendront la donnée. Et en fait, comme le data scientist travaille en Python, il va travailler directement sur ces fichiers en Python. Donc l'utilisateur, ce sont les data scientists. Et les outils, donc l'utilisateur, c'est le data scientist. Et les outils qu'on va utiliser, c'est le langage que le data scientist va utiliser, c'est le langage de programmation avec soit du Python, du Spark ou des choses comme ça. Ok. Alors que là, le data analyst, quand on travaille sur le data warehouse, on travaille avec du SQL. On pourrait dire aussi du dashboarding, c'est-à-dire brancher un dashboard, un outil de dashboarding sur le data warehouse, mais c'est le data warehouse qui stocke la donnée. Donc, dans le cas de data scientist, c'est le data lake. Donc là, je voulais faire une digression pour avoir une vision un peu plus globale des deux gros outils dans la data qui sont le data lake et le data warehouse. Et on va pas s'intéresser au data lake parce que c'est en dehors du périmètre du data analyst. Lui, il va travailler sur le data warehouse. Alors, l'ingestion, maintenant, on va faire un focus sur l'ingestion des données. Et ça, donc on a vu que celui qui mettait à disposition la data, que ce soit dans le data lake ou le data warehouse, c'était le data engineer. Alors, où se trouve la donnée exactement? Je le rappelle, dans des logiciels, dans des bases de données, etc. Par exemple, les opérations, elles utilisent des logiciels, c'est pas grave si vous les connaissez pas, comme Intercom, Salesforce, Zendesk, HubSpot. L'équipe marketing, elle va utiliser des outils comme Google Ads, LinkedIn, Meta pour essayer de contacter et faire des campagnes publicitaires et essayer en fait de signer de nouveaux clients. La donnée, elle peut être stockée aussi dans des tableurs, des Google Spreadsheets, des choses comme ça,
ou des bases de données, carrément l'entreprise, elle aurait, par exemple, quand une entreprise, c'est une entreprise qui fait une application pour téléphone, et derrière l'application elle fonctionne avec une base de données, ce qu'on appelle en back-end, mais ça c'est pas important pour vous, mais une espèce de base de données où sont stockées les données des utilisateurs, qui fait qu'à chaque fois que vous retournez dans l'application, par exemple si c'est une application de jeu, l'application se rappelle le dernier niveau auquel vous êtes arrêté avant la dernière fois, etc. Et donc ça c'est soit, comme j'ai dit, soit du base de données, c'est soit du PostgreSQL, soit du MySQL dans 90% des cas. Mais en gros, les données sont stockées dans des logiciels, ok ? C'est important, en gros. Ou des bases de données, ou des tableurs, des choses comme ça, en gros. Et comment on fait l'ingestion ? Là, j'ai donné un exemple. Par exemple, si on a l'outil Salesforce, qui est un logiciel, on va dire que c'est un logiciel, un CRM, on va dire, qui va permettre aux commerciaux de travailler. En fait, ça va permettre aux commerciaux de travailler. Et en fait, l'ingestion va se passer comment ? Alors, je rappelle que c'est fait par le data engineer. Et en gros, souvent, c'est fait en Python. Et en fait, on a le logiciel là ici qui s'appelle Salesforce. Et on a une interface qu'on appelle une API qui va permettre... Nous, en tant qu'entreprise, on utilise Salesforce. On utilise Salesforce, par exemple, pour notre équipe commerciale. L'équipe commerciale, quand elle perd des clients ou quand elle acquiert un nouveau client, quand elle est en train de négocier avec un nouveau client, etc., l'équipe commerciale note des infos, sauvegarde toutes ces infos dans un outil qui s'appelle Salesforce. Et nous, en tant qu'entreprise, on veut pouvoir accéder à ces données pour les mettre dans le data warehouse et pouvoir faire des analyses dessus. Du coup, ces outils, ils ont ce qu'on appelle une API. Ça veut dire Application Programming Interface. C'est rien d'autre, en gros, qu'une interface qui va permettre, en Python ou avec d'autres types de langages de programmation, de venir accéder à la donnée et de venir chercher la donnée à l'intérieur pour pouvoir ensuite faire le pipeline et l'envoyer soit dans le data warehouse, soit dans le data lake, sachant que nous, on se fiche en fait de la partie data lake. Et ça là est souvent l'un des outils. En gros, c'est fait en Python avec un outil qu'utilisent les data engineers. C'est bien de le connaître pour la culture générale, parce que en fait, c'est important de le connaître pour la culture générale, qui va être fait en Airflow. Ok ? Cette ingestion va être fait en fait en Python avec ce qu'on appelle un framework de développement qui s'appelle Airflow, mais peu importe, c'est pas si important, c'est juste pour la culture générale parce que vous allez souvent voir ce terme. En fait, c'est l'outil qui permet de faire les ingestions de données, les pipelines de données, ou encore une fois, l'autre terme c'est Extract, Transform and Load. D'ailleurs, je l'ai écrit ici, fait par les data engineers en Python. Ça sert à ingérer les données, ce qui est égal à faire des pipelines d'ingestion, qui est égal à créer des ETL. Ok, Extract, Transform and Load. Alors, quand on dit Extract, Transform and Load, pourquoi on dit ça ? Ça veut dire on extrait des données, on les transforme et on les ingère. Load, ça veut dire ingérer. Ok, ça veut dire charger. Extract, ça veut dire extraire, pour le E là. Transform, c'est parce que des fois il y a des transformations avant de les ingérer, mais en gros on peut se rappeler du extract, vous avez qu'à vous rappeler du extract and load, c'est-à-dire qu'on extrait de la donnée et on les charge dans le data warehouse, comme si on faisait en Python et avec Airflow, on vient copier la donnée dans la nuit dans Salesforce et la loader dans le data warehouse. Alors pourquoi je dis dans la nuit ? Parce que souvent ça se fait chaque nuit on vient chercher les nouvelles données pour ajouter les nouvelles données dans le data warehouse. Alors, ouais, juste un petit focus parce que Airflow, on en entend tellement parler, vous le voyez sur tellement d'offres d'emploi. Donc, c'est l'outil qui est utilisé quand les entreprises font les choses bien par le data engineer. On appelle ça, c'est un framework, mais je ne vais pas détailler ce que c'est, qui se manipule avec du Python et qui est un outil pour ingérer des données. Et pourquoi, tiens, j'ai une parenthèse en trop là, pourquoi ça s'appelle Airflow ? Parce que c'est un outil qui est créé par Airbnb. Ok, Airbnb a développé cet outil. Qui l'a mis en open source, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, voilà. Mais il y en a d'autres qui viennent concurrencer le truc et qui sont qui requièrent même pas de faire du code, etc., comme Stitch. Mais peu importe. Voilà. C'était important quand même pour la culture générale.
Et maintenant, vraiment, la vision globale. Et là, il y a vraiment tout. OK. Donc, comment ça se passe? Dans l'entreprise, il y a des données qui sont soit dans un logiciel qui s'appelle dans plein de logiciels. Il peut y avoir 50 logiciels utilisés par les différentes équipes et on génère des données chaque jour dans chacun de ces logiciels. Et en fait, chacun de ces logiciels a une API, OK, qui est une espèce d'interface et qui va permettre au data engineer, qui va nous permettre de créer des pipelines d'ingestion, OK, via cet outil qui s'appelle Airflow et va ingérer la donnée en fait dans le data warehouse. OK? Et cette partie-là, merde. Enfin, vous avez compris quoi. Quand l'entreprise fait bien, et là c'est entre les deux, parce que le data analyst, quand l'entreprise fait bien les choses, eh ben ça c'est fait par le data engineer. Ça c'est les pipelines. Ça c'est, c'est un peu compliqué d'écrire comme ça, mais ça c'est l'ingestion. Et là le data analyst derrière, il vient, mais attention, c'est tout un bazar de faire ce qu'il y a derrière. Le data analyst, il vient faire des requêtes soit en SQL, soit en faisant avec des outils de dashboarding sur le data warehouse. Et ça, le data lake, comme j'ai écrit, c'est pas notre problème. Alors, cette ingestion, comme j'ai abordé un petit peu juste avant, ça va le faire à une certaine fréquence. Par exemple, on va venir copier ces données de chacune des sources vers le data warehouse et le data lake, soit chaque jour, ça peut être chaque heure, etc. Ou soit même en streaming, ce qu'on appelle en streaming, qui signifie en temps réel, mais c'est beaucoup plus rare et c'est pas nécessaire pour les entreprises. Donc en gros, voilà, c'est chaque jour, chacune des équipes va utiliser le logiciel, ça va créer de la donnée qu'on va vouloir chaque nuit aller chercher ou chaque heure par exemple et ingérer dans le data warehouse ou le data lake. Vraiment, là-dessus, il vaut mieux passer pas mal de temps sur cette slide, il y a tout. OK, en tout cas sur la vision globale, je peux vous dire que voilà. Et donc c'est pas forcément dans des logiciels, c'est pas forcément via des API, mais ça peut être aussi dans des bases de données ou du Google Spreadsheet, etc. Mais peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, faut imaginer qu'il y a de la donnée dans des logiciels qui ont été générés par l'équipe. Et ensuite, on va faire de l'ingestion de données, des pipelines pour ingérer dans le data warehouse et après venir faire des requêtes SQL et des dashboards dessus. Et beaucoup de requêtes SQL, beaucoup de dashboards. Il va falloir que les chiffres soient précis, efficaces, utiles et